Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, promouvoir le volontariat pour remobiliser ses salariés. Et on en parle avec Marion Asuelos, elle est responsable des ressources humaines Monde chez BNP Paribas, avec justement cette volonté d'impliquer les collaborateurs. On en parle avec elle, elle est notre invitée. Les entreprises s'engagent, qui est notre rubrique hebdomadaire, l'inclusion par l'entrepreneuriat. On en parlera avec Guillaume Quérou, il est fondateur et directeur général de Didaxis et très impliqué aussi dans la CCI de Versailles. Le cercle RH, l'IA et son impact sur le monde du travail, ça c'est le terme général. On commentera un rapport dévoilé sur nos antennes, un rapport porté par les partenaires sociaux, salariaux et patronaux sur l'intelligence artificielle dans le monde du travail, mais aussi au sein du dialogue social. Comment il modifie le dialogue social? On en parlera avec justement ceux qui ont écrit et porté ce projet. 3 ans de travail pour aboutir à ce rapport passionnant. Et puis fenêtre sur l'emploi, la parentalité. Est-ce que c'est un frein dans la carrière? Peut-être. On en parlera avec Damien Dumas, directeur de la stratégie et de la RSE chez Apicil. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, engager ou réengager les collaborateurs à travers le volontariat et des actions parfois très très vertueuses. On en parle avec Marion Asuelos. Bonjour Marion. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes responsable des ressources humaines Monde chez BNP Paribas Asset Management. On est très heureux de vous accueillir. On est là, je crois, dans la deuxième journée de cette semaine mondiale du volontariat. C'est une initiative incroyable parce que l'ensemble des collaborateurs dans le monde s'engagent et sont en ce moment même engagés dans des actions, on en parlera, vertueuses. Comment est née cette initiative ? Alors, en réalité, ça commence le 21 mai. 21 mai, très bien. Mais donc l'idée, on organise en fait, on propose à nos salariés depuis bien longtemps de pouvoir participer à des activités de bénévolat. Et puis, on a souhaité faire ça sur une semaine dans plus de 20 pays, avec plus de 50 associations qui vont pouvoir participer et puis, du coup, bénéficier de cela. L'idée, c'est chez BNP Paribas Asset Management de pouvoir proposer à nos collaborateurs de s'engager dans du bénévolat et d'avoir un impact sur nos communautés concret et qui s'implique, qui s'aligne en fait dans notre politique RSE, bien entendu, autour de l'humain. Et l'objectif, c'était vraiment de permettre à chacun de contribuer, d'avoir cet impact, d'apporter quelque chose, mais aussi de participer à une activité nouvelle et de pouvoir développer ses compétences. Je le précise, Marion, c'est important parce qu'on a accueilli des invités, des entreprises qui lançaient ces initiatives. Là, c'est sur le temps de travail. Oui. Non, mais c'est important de le préciser parce que parfois, c'est le week-end, on va ramasser des déchets dans les villes. Mais là, c'est sur le temps de travail. En fait, on permet à nos collaborateurs de participer au moins une journée par an, si ce n'est plus, s'ils le souhaitent, sur le temps de travail. Et ce qu'on sait, c'est qu'on a à peu près 5 à 10% des collaborateurs dans notre type d'entreprise qui participent à des activités de bénévolat, mais à titre personnel. Et donc, on voulait avoir un impact et augmenter ce pourcentage et permettre l'accès facilement à ceux qui souhaitent le faire, mais ne savent pas trop comment s'y prendre. Les actions concrètes, parce que la DRH que vous êtes, j'imagine qu'elle se met en lien avec un réseau associatif et que les salariés, en fonction de leurs appétences, en fonction des enjeux aussi des pays, parce que ça joue, vont choisir. C'est quoi les grandes familles d'engagement ? Alors, les familles d'engagement, on a forcément l'environnement, l'inclusion, et puis effectivement tout ce qui va être autour de l'éducation. Et on les a choisis, je dirais, on a des grandes familles globales, mais après on a laissé la main à chacun des pays et chacun des sites de pouvoir définir et choisir les associations et les initiatives en fonction des besoins locaux et au plus près des communautés, je dirais. En France, parce qu'on est en France, même si évidemment BNP Paribas Asset Management est dans le monde, la Ligue contre le cancer, la Croix-Rouge, le centre hospitalier de Nanterre, ça veut dire que très concrètement, dans cette semaine du volontariat, des collaborateurs
vont aller concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Par exemple, si on prend l'exemple de la Croix-Rouge, ils vont accompagner, aider, collecter. Alors, l'idée, c'est ça, accompagner, aider, collecter. Je pourrais donner un exemple avec le comité exécutif. On a souhaité le faire en amont pour pouvoir ensuite le refaire montrer avec nos équipes et montrer l'exemple. Vous avez choisi quoi, vous, par exemple? En fait, on a travaillé avec l'école de la seconde chance. Oui. Moi, c'est pas la première fois que je fais ça. Ça leur permet, en fait, ça permet à des jeunes, soit qui viennent de l'étranger, soit qui ont eu des problèmes familiaux, de se réinsérer dans le système éducatif et puis après de pouvoir les accompagner pour trouver un job. Donc c'est notamment, on a travaillé sur la préparation d'entretien en fonction des jobs que chacun voulait faire. Et c'était vraiment chouette. Mais vous avez un rôle inspirant quand même. Vous présentez DRH Monde de BNP, quand vous avez ces jeunes devant vous et qui vous regardent, ils se disent, on a quand même des gens extrêmement solides face à nous. Enfin, il y a un rôle inspirant là aussi. Alors, ce qui était vraiment chouette, c'est qu'ils sont venus à Nanterre. Et il y avait un petit peu d'appréhension. Donc, à la fin de la matinée, ils nous ont dit... On était vraiment surpris parce que vous étiez super ouverts, vous étiez normaux, authentiques et on ne s'attendait pas du tout à ça. Ils s'attendaient à un environnement et à des gens beaucoup plus stricts. Et en réalité, on a les images qu'on se fait de l'entreprise. La suite, parce que j'imagine que derrière, ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller capter. D'abord, il y a des actions concrètes pour retirer des plantes invasives. Ça se suit parce qu'on ne s'arrête pas. Enfin, je veux dire, c'est le début de quelque chose en fait. Alors, il y a, comme je le dis, cette semaine, mais on a tout au long de l'année, selon les sites, des actions. Donc, typiquement, là, on a proposé aux jeunes de pouvoir échanger au moment où ils auront leurs entretiens, de pouvoir les accompagner encore. On a, par exemple, Chemin d'avenir en France, où on fait du mentorat, donc c'est des programmes de 12-18 mois. Donc, je dirais, selon les initiatives, il y a un suivi qui va être proposé, ou ça peut aussi être du one-shot, ça peut être fabriquer une expérience. Une expérience. Donc c'est un peu les deux. Le retour pour vous, parce qu'il y a le tableau de bord, il y a aussi le retour, il y a des remontées, je me dis, il y a des questionnaires. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les salariés, de tout ça? Alors, les salariés qui participent chaque année et qui... on a un questionnaire de satisfaction. Les notes de satisfaction sont... la moyenne est de 9,3 sur 10. Et surtout, 100% des répondants nous disent on souhaite le refaire. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on propose régulièrement et pérenne. On le fait aussi, d'ailleurs, en Belgique. C'est assez intéressant dans les programmes d'induction. Donc, pour les nouveaux entrants, on leur propose de participer à ce type d'initiative. Et qui fait faire un petit pas de côté, qui fait quitter finalement les collaborateurs de l'univers de la banque et de l'asset management. Et ça fait du bien. Et évidemment, ça fait du bien et on se rend utile, on se sent utile. Merci Marion Assuelos d'être venue nous rendre visite. Vous êtes la responsable des ressources humaines monde de BNP Paribas Asset Management avec cette semaine du volontariat, mais on l'aura compris, qui aussi se poursuit, se prolonge à travers les actions qu'on peut mener dans tous les pays du monde, il faut le préciser, là où vous êtes implantés. C'est effectivement une initiative assez incroyable. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. La suite de notre programme, les entreprises qui s'engagent, ça fait un peu écho évidemment à ce qu'on vient de se dire. Les entreprises engagées dans cette grande communauté des entreprises qui s'engagent, et on accueille évidemment notre invité. Les entreprises s'engagent comme chaque semaine à la rencontre d'entrepreneurs audacieux engagés dans cette communauté des entreprises qui s'engagent. Et j'accueille Guillaume Quérou. Ravi de vous accueillir, Guillaume, fondateur et directeur général de Didaxis. C'est du portage salarial. C'est ça. Vous avez créé votre entreprise. Vous êtes un serial entrepreneur, c'est comme ça que l'on dit ou pas? C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Et par ailleurs, parce que vous avez plein de fonctions, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines. Je sais que vous tenez beaucoup à ce qu'on dit Chambre de commerce et d'industrie, parce que les gens, le CCI, ne connaissent pas. D'abord, la question rituelle à chaque invité qui vient sur ce plateau et qui vient dans notre rubrique Les entreprises s'engagent, pourquoi avoir voulu entrer dans cette grande communauté de 85 000 entreprises? Tout simplement parce que c'est mon ADN. C'est mon ADN, c'est celui de mon entreprise. Je suis un citoyen engagé avant d'être un entrepreneur engagé. Et mon entreprise est engagée depuis maintenant près de 20 ans dans l'emploi inclusif. Puisque le portage salarial, ce qu'on méconnaît, ces nouvelles formes de travail qui permettent à n'importe quel talent de pouvoir l'exercer n'importe où sous une forme salariée, permet notamment historiquement aux seniors et aux jeunes éloignés de l'emploi de pouvoir bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, d'une protection sociale digne des meilleures protections sur le marché. La communauté est composée de très grandes entreprises,
mais aussi d'entreprises plus modestes. Et vous dites, il n'y a pas de petites grandes entreprises, il n'y a pas de petits entrepreneurs. Il y a quelque chose chez vous qui dit, quand on entreprend, qu'on entreprenne pour faire une multinationale ou une petite entreprise, on est entrepreneur. Exactement, en fait, quand je disais mon ADN, c'est que je suis issu d'un quartier prioritaire de la ville. J'ai grandi et j'ai fait mes études au Val-Fouré jusqu'au bac. Mes parents sont ouvriers et l'entreprise, c'est le bien le plus précieux qui existe dans notre pays, qu'on doit protéger et qu'on doit s'efforcer de promouvoir à l'envi. Parce que tous ces jeunes, qui sont une grosse partie de ceux qui sont accompagnés par les entreprises s'engagent, par ce dispositif et son programme et l'ensemble de ces outils, doit permettre à n'importe quel jeune de notre pays de pouvoir créer sa propre activité. En France, on a 4,1 millions d'entrepreneurs. Et c'est en ça que je pense qu'il n'y a pas de petites entreprises et que toute entreprise doit pouvoir être défendue, quelle que soit sa taille, son origine, ses convictions. L'entrepreneuriat, donc je vous entends par rapport à votre parcours, c'est un facteur d'émancipation, de dignité et de création de valeur. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter, vous, à cette communauté? Parce qu'il y a aussi l'idée, quand même, dans la communauté des entreprises s'engagent, de pouvoir faire un partage, d'échanger les bonnes pratiques, de se dire, après tout, moi, je vais apporter cela. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à cette communauté? Le plus important, en fait, c'est pas tant à la communauté, c'est à la communauté des citoyens français de pouvoir diffuser, promouvoir cet esprit d'entreprise. Et aujourd'hui, l'entreprise est à la portée de chacun, sans aucune qualification, expérience spécifique. Si aujourd'hui, on a simplifié dans notre pays, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu à dramatiser, mais aujourd'hui, la France, c'est l'Eldorado des entrepreneurs. Et je suis convaincu qu'on va redevenir la première nation d'entrepreneurs au monde, ce qu'on était au siècle dernier. C'est vrai. Je précise, parce que ça fait écho à tout ce que vous nous dites. Vous avez rallié la candidature de Dominique Carlac, qui était sur notre plateau il y a quelques semaines et qui nous dévoilait son programme, ses ambitions. Est-ce qu'on a quand même franchi une énorme étape avant l'entreprise, il y a 20 ans? C'était le capitalisme, c'était l'exploitation de l'homme par l'homme, pour reprendre cette expression célèbre. J'ai quand même le sentiment qu'on a franchi quelques étapes et qu'on a démystifié, que l'entreprise, aujourd'hui, on a compris qu'elle était utile, nécessaire, presque à notre bien-être. Oui, l'entreprise, aujourd'hui, c'est le ciment de la cohésion sociale de nos territoires. Au dépend d'un État plus faible. Les entreprises, aujourd'hui, elles sont partout en France, dans chaque village, dans chaque territoire, dans chaque quartier prioritaire de la ville. Et c'est ce qui permet à chaque citoyen de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, de pouvoir co-construire cette société inclusive et durable, respectueuse de l'environnement, respectueuse des équilibres sociaux, respectueuse des trajectoires professionnelles. Démontrer que finalement, le monde et l'économie est à la portée de tous ceux qui le veulent, et c'est vraiment le message qu'on doit passer. Je vous pose une dernière question, elle est importante, parce qu'il y a le rapport France Travail, 99 propositions portées par Thibaut Guilluy, qui était un des acteurs qui a ossaturé cette communauté. Vous êtes le président de la CCI Versailles Yvelines, avec 200 sièges sociaux, beaucoup d'entreprises. Un débat est posé, et il vous est posé, vous, président de CCI, comment permettre un bon accompagnement des allocataires du RSA. Ce sujet va rentrer dans l'actualité. C'est-à-dire dire à ces allocataires, vous allez devoir, dans un contrat, faire 15 à 20 heures d'activité. Comment on fait ça? Parce que ça, c'est un sujet qui est posé au président de CCI et à l'entrepreneur que vous êtes. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a un travail d'accompagnement et d'information. Je pense qu'effectivement, on est sur un territoire, si je prends le cas des Yvelines, d'1,5 million de personnes, 700 000 emplois, 143 000 entreprises. Les entreprises recherchent des talents, elles ne les trouvent pas. Les jeunes recherchent des formations, ils ne les trouvent pas. Exactement. Les demandeurs d'emploi recherchent des opportunités, ils ne les trouvent pas.
Et donc, je trouve que cette démarche de France Travail et de Thibaut Gulli est très intéressante, puisque ça va permettre de recréer du lien, reconnecter. Faire se rencontrer. Bah oui. Effectivement, à un moment donné, quand on est éloigné de l'emploi, le plus compliqué, c'est de reprendre pied dans la vraie vie. Et la vraie vie, ce sont les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont responsables, elles sont durables, elles sont soucieuses de l'environnement, elles sont sociales. Beaucoup d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, et qui doivent permettre en tout cas à tous ces allocataires des revenus minimums de pouvoir s'insérer durablement dans la société. Je crois que c'est vraiment l'objectif de cette dynamique. Merci Guillaume Quérou d'être venu nous faire partager cette espèce de force intérieure autour de l'entrepreneuriat. Et c'est intéressant parce que j'imagine que vous êtes aussi une personnalité inspirante dans le département pour dire à ces jeunes, allez-y, osez monter votre boîte. C'est aussi votre parcours. Merci. C'est un vrai plaisir. Vous êtes le fondateur et DG de Didaxis et évidemment membre de cette communauté de 85 000 membres des entreprises qui s'engagent. On fait une courte pause et on va dévoiler un rapport européen qui est passionnant sur l'intelligence artificielle et le travail, et en allant plus loin d'ailleurs, et le dialogue social. Comment l'IA peut et va impacter le dialogue social. C'est un rapport qui a été remis il y a quelques semaines. On va le dévoiler avec ceux qui l'ont construit. C'est un travail de 3 ans. On en parle avec nos invités. L'IA et le dialogue social. Tiens, on en parle et on en débat. C'est juste après la pause dans le Cercle RH, notre débat quotidien. Le Cercle RH est notre débat quotidien pour vous parler d'un rapport dont on a peu parlé ou pas encore parlé dans les médias. Rapport européen remis justement et travaillé avec plusieurs acteurs. On va faire le point sur l'intelligence artificielle et le monde du travail et le dialogue social qui est un élément supplémentaire. Comment l'IA peut bousculer, transformer le dialogue social. Et c'est un travail extrêmement approfondi qui a été porté par mes invités. Je salue Raphaël Bertolon. Bonjour Raphaël, coordinatrice de ce projet, l'une des coordinatrices, parce que vous avez été très nombreux, mais je commence par vous, de ce projet Sequoia, qui est un jeu de mots, Seco, IA, comme intelligence artificielle. Vous étiez, il y a encore peu, secrétaire national à la CFE-CGC et vous avez rendu le tablier après près de 20 ans de bons et loyaux services. Merci en tout cas d'être avec nous. Odile Chani, l'une des coordinatrices, alors dans le rapport on appelle ça le consortium, en tout cas de ce groupement d'acteurs. Vous êtes économiste à l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale, et vous suivez les organisations syndicales, les syndicats salariés. Vous y tenez beaucoup. Ça vous va comme présentation? C'est important. Bruno Choix, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le concret, on va en parler avec vous. Vous êtes membre du CESE européen et vous êtes le groupe des côté groupe employeur au CESE et vous êtes le président de la branche réparation vente FNA, Fédération nationale de l'automobile, pour être extrêmement concret, et on sera concret avec vous. D'abord, Odile, commençons, parce que ce rapport, d'abord, il a été remis à qui? Vous l'avez remis à qui? Alors, c'est un rapport européen qui a été remis à la Commission européenne. Donc, la Commission est en train d'examiner votre travail et va venir nourrir une réflexion, j'imagine, dans le cadre de directives ou de textes en préparation. Alors, ce type de rapport et le guichet auquel on a été, puisque c'est comme ça qu'il faut parler dans le jargon européen, c'est un guichet qui vise à soutenir le dialogue social et les partenaires du dialogue social. Donc, finalement, la Commission européenne dédie des fonds aux acteurs pour qu'ils s'enrichissent et qu'ils s'outillent en matière de dialogue. Et c'est à ce guichet-là qu'on a été. Le fameux guichet, et un mot quand même sur la méthodo, parce que ça fait presque 3 ans de travail, 2020. Vous répondez à un appel d'offres. Et là, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'acteurs, et pas que des acteurs du syndicalisme salarial, les acteurs aussi du syndicalisme patronal, disent nous, on y va. Parlez-nous de cette méthodologie et de la manière dont vous avez travaillé, qui est assez originale. Alors ça, c'est vrai que vous avez raison de le souligner. Un ingrédient essentiel de notre projet, ça a été de constituer une méthode, d'élaborer une méthodologie, une méthode de travail innovante qui repose vraiment sur l'idée qu'il faut impliquer et associer les parties prenantes à co-construire et réfléchir ensemble aux réponses qu'on va apporter. Et donc on a été en permanence en déséquilibre de ce point de vue, parce qu'on était en permanence en exploration de notre méthode et aussi de l'intelligence collective. Mais l'idée était de constituer une sorte de communauté, qu'on a appelée de communauté agissante, d'acteurs, tous
tous parties prenantes, qu'ils soient en entreprise, représentants des éditeurs, représentants d'organisations de patronat. Tous les acteurs, ceux qui fabriquent l'IA. Hein. Et ceux qui fabriquent l'IA, c'est essentiel, pour réfléchir ensemble au sujet qu'on voulait regarder. Odile, juste une question alors, de Béotien, parce que moi je suis confronté à cette problématique, je m'attelle à ce sujet sur le plateau, je veux que les téléspectateurs comprennent, mais vous, l'économiste, vous êtes aussi loin que moi de l'IA, enfin c'est quelque chose qui semble tellement loin de nous. Alors, en fait, on est tout à la fois tous très éloignés et très impactés tous les jours par l'IA, parce que l'IA est partout chez nous. Enfin, quand vous répondez à votre mail, vous avez une aide qui est par une intelligence artificielle. Et c'est justement ça qui était notre volonté. C'est lever le capot pour faire lever le capot, et puis de prendre cette conscience que nous sommes tous travailleurs, chefs d'entreprise, de petites entreprises, parce que dans le consortium, ce qui était très important, c'est qu'on a des représentants justement des petites entreprises de proximité. On est tous citoyens. L'UDP, il faut le préciser. L'UDP. On est tous concernés. Je précise, Raphaël Berthelon, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est un élément important. Quand on lève le capot, moi, quand j'essaie de lever le capot, objectivement, je ne vois rien. Je vois des fils partout et je ne comprends pas. Je précise que dans votre histoire personnelle, vous êtes statisticienne. Vous avez, je dirais, une vision très mathématique des choses. Non, mais c'est important de le dire. Qu'est-ce que vous avez découvert à travers ces 3 ans de travail ? Parce qu'on arrive à des conclusions assez concrètes. On voit que l'IA est très évolutive et que c'est une technologie qui bouge tout le temps, alors que, globalement, les structures du dialogue social sont un peu figées, et que tout ça peut avoir une incidence. Dites-nous ce qui ressort fondamentalement de ce travail. Ce qu'on a essayé, c'est avec cette communauté de pouvoir tous collectivement monter en compétences et identifier aussi véritablement les spécificités de l'IA par rapport à des technologies sur lesquelles on a éventuellement l'habitude de travailler. Et là, on a identifié en fait 3 grandes thématiques, enfin spécificités. C'est la temporalité, avec l'idée qu'on est toujours dans un outil jamais fini. C'est ça. Et itératif. Toujours en mouvement. Toujours en mouvement, voilà. Ensuite, il y a la question des relations et des interactions. C'est pour ça aussi, alors je ne sais pas si, on va peut-être aborder après, mais aussi les outils qu'on a proposés. Mais là-dessus, ça change radicalement les relations parce qu'on va vers une sorte d'hybridation. Une des caractéristiques de l'intelligence artificielle, c'est que par nature, elle est un petit peu invisible. Exactement. Et pourtant, donc, nous impacte. On ne sait pas ou pas. Voilà, donc vous dites, c'est important. Et puis. Allez-y, Raphaël. Et la troisième spécificité, c'est notamment au regard de l'espace. En fait, on voit que l'IA fait, entre guillemets, fait bouger et explose les frontières. Donc, c'est cette notion-là, et notamment on l'a vu avec Bruno dans le cadre de l'expérimentation sur la filière automobile. Dans une partie des conclusions de ce rapport, l'interface du dialogue de l'IA doit permettre des explications, des notifications, du raisonnement de l'IA, permettant aux salariés d'être acteurs de la décision et non un simple résultat demandant une exécution. C'est un peu ça la philosophie. Au lieu de subir en permanence, et j'ai envie de dire d'en avoir très peur, objectivement ça génère beaucoup d'angoisse, faire en sorte que le salarié devienne acteur. Bruno, côté Fédération nationale automobile, concrètement, comment l'IA vous impacte et comment vous dites, moi, et j'ai lu le rapport, vous êtes tous énormément impliqués, vous avez tous beaucoup travaillé, comment l'IA impacte votre secteur ? En fait, je m'en suis rendu compte il y a 3 ans aussi, à l'initiative du projet. J'étais ravi qu'on me sollicite au titre de l'UDP et de la FNA justement pour évoquer les sujets automobiles parce que nous sommes en plein dedans et très impactés aujourd'hui. Sur des problématiques d'assurance. Exact. Qui aujourd'hui veulent faire de l'intelligence artificielle un mode économique encore plus qu'il n'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec votre téléphone, vous avez un accident ou... Photo qui est envoyée à une intelligence artificielle qui vous calcule un montant de réparation sur un prix forfaitaire toujours au plus bas, sans avoir la notion de l'expertise contradictoire, sans avoir la notion de la réparabilité dans Ce que vous dites là existe déjà, il faut le préciser. Ça existe déjà, et c'est là où j'interpelle un peu les États, enfin tout le monde, et j'étais ravi de partager avec Odile et Raphaël sur le sujet, parce que nous sommes au début du balbutiement, et le monde des assureurs, vous savez comment ils sont, ce sont des économistes avant tout. Et voilà. Et moi, ce que je crains au plus, c'est que ce soit au détriment de la qualité des réparations. Excusez-moi, Bruno, vous vous immergez dans ce sujet, vous bossez.
vous vous réunissez dans cette méthodologie si particulière. Est-ce que concrètement, vous dites maintenant, c'est à la Commission européenne de recréer de nouvelles règles? Parce que pour l'instant, tout vous échappe là. Ce que vous décrivez là, ça vous échappe. Ça nous échappe. Sauf qu'il y a des réglementations européennes, comme le libre choix du réparateur, la réparation aussi vue par un expert et compagnie. Exact. En fait, à partir du moment où l'assurance a chiffré à travers l'IA, envoie un règlement direct à l'assuré, il s'est désengagé de tout, quel que soit réparé ou pas, accidenté ou pas. Je vous envoie l'argent, faites bien ce que vous voulez, monsieur. Ce que vous voulez, et l'assurance, c'est fini pour lui. Et je trouve ça, pour moi, c'est le particulier. Vous êtes assuré, vous payez votre assurance, vous devez une réparation en bonne et due forme. Exact. Surtout avec l'époque à laquelle on vit. Et cet exemple concret là, c'est exactement ce que vous nous disiez au début de cet échange. On est impacté quotidiennement par l'IA. Et finalement, on arrive, on n'a pas la clé pour ouvrir le capot, et puis quand on l'ouvre, on ne comprend rien. Comment les salariés, comment les acteurs, puisque vous représentez aussi des organisations salariales, comment ils peuvent se réapproprier, je dirais presque démocratiquement, cet outil qui semble si technique, si complexe, qu'on a le sentiment qu'il nous échappe en permanence, il nous glisse des mains, ce sujet. Ça a été le cœur de notre réflexion, comment outiller les acteurs et comment aussi mettre au service des acteurs des outils en termes de dialogue. Et un point qui est important à souligner, c'est que, et Bruno est tout à fait représente tout à fait ça, c'est que notre réflexion n'a pas porté que sur le dialogue social au sens strict du terme. Mais c'est pour ça qu'on reste pas. C'est pas le CSE. Voilà. Dans notre projet, c'est vraiment de dire, en fait, il faut faire bouger aussi les objets, les périmètres et les lieux du dialogue. Et les parties prenantes autour de la table. Et les parties prenantes. On est d'accord. Absolument. Raphaël, quand on dit les parties prenantes, c'est que quand on parle de l'IA, tout ça est très évanescent pour le commun des mortels que je suis, mais derrière, il y a des entreprises, il y a de la technologie, il y a des ingénieurs, il y a beaucoup d'argent. Comment, excusez-moi de vous reposer la question, mais comment on se réapproprie tout cela? Comment vous nous rendez quelque chose de très opaque, de très transparent? Alors, c'est l'enjeu du rapport. C'est pour ça qu'on a prévu dans le rapport, on a fait un atelier de design thinking, on a dessiné plusieurs outils qui sont des briques en fait à disposition des différentes parties prenantes et qui viendront, je dirais, alimenter le nouveau règlement qui vient d'être voté par le Parlement sur l'intelligence, sur l'IA, où il est prévu justement une consultation, mais justement une seule fois en amont Puis après terminé. Voilà, donc nous, on a prévu un certain nombre d'outils issus des fruits de notre réflexion par rapport à ce qui changeait. Par exemple, on prévoit une clause de revoyure en disant, comme il y a ce système interactif, et qui évolue technologiquement. Technologiquement. Après, on a mené aussi une expérimentation qui était très intéressante et qui nous a permis aussi de voir comment on peut former aussi et quel type de formation. Et là, on a imaginé les formations avec des regards croisés, salariés, dirigeants d'entreprise, experts métiers, parce que la perception de l'IA n'est pas la même et de pouvoir échanger avec une technique aussi un peu particulière, développer une méthodologie développée par le cabinet Estacadata qui nous a accompagnés sur le sujet. Mais Raphaël, très concrètement, vos amis syndicalistes, vous ne l'êtes plus ou moins, comment ils se réapproprient dans leur discours même de syndicalistes des collaborateurs qui dans la banque, que vous connaissez bien, qui dans l'assurance, qui dans des secteurs du tertiaire, se sentent eux-mêmes dépossédés de leur travail. Comment un syndicaliste est capable de se réarmer sur ce sujet? Il y a de la pédagogie, il y a de la conférence, il y a le dialogue, il y a la formation. Et justement, la formation avec des regards croisés, parce que je crois que c'est vraiment important de partager sur la perception, enfin, c'est ce qu'on a vu au cours de l'expérimentation. Et puis après, on a proposé aussi d'autres outils comme le registre, un peu à l'identique de ce qui existe pour le RGPD, d'avoir un registre sur
tous les traitements d'intelligence artificielle. Ils jouent le jeu d'ailleurs, les acteurs de l'intelligence, ils sont d'accord pour se mettre autour de la table? Non, parce que c'est la question qu'on se pose, on se dit après tout, ils n'ont peut-être pas ils n'ont pas envie d'ouvrir le capot. Ils sont d'accord. Au contraire. Au contraire, ils sont demandeurs. Au contraire, parce que ça va permettre de justement... Mais excusez-moi Bruno, pour qu'on y voit clair, vous perdez de l'argent sur cette opération dont vous parlez, c'est-à-dire que c'est parti en IA, je prends la photo, tout ça est fait très rapidement parce qu'on a de la data et de la donnée, on a eu 50 000 accidents qui sont compilés, ça fait 600 €. Très bien, je reçois l'argent. Et vous, votre enjeu financier là? Parce que j'imagine qu'il y a un enjeu business dans ce que vous nous dites. Il y a un enjeu business, mais pour moi, ce n'est pas la priorité avant tout. La priorité, c'est le consommateur, qui au bout du compte a un véhicule. C'est ça. Parce que l'aspect business, forcément, on l'aura toujours, parce que les accidents un peu plus gros, où il y a quand même malgré tout un suivi d'experts et compagnie, mais c'est tout ce qui est un peu... Accrochage et compagnie. Et moi, c'est l'aspect sécurité pour le consommateur qui m'interpelle le plus. La profession, elle va s'adapter, quoi qu'il en soit. Elle l'a toujours fait. Ça ne change rien pour vous? Sur la méthodologie, si, parce qu'il y a les rapports experts assurés, quand même, qui sont très, très importants pour sécuriser et le client et le l'assureur dit c'est plus rapide pour le consommateur. Hein. Il dit la même chose, lui. Il dit c'est génial. Si. Il dit c'est génial parce qu'il a tiré au prix le plus bas, il a sorti le dossier, pour lui le dossier est clos 8 jours et tout, et sans savoir s'il a... Sans avoir le suivi de savoir s'il a fait les travaux. Et pour lui, il a réglé, peu importe, il n'y aura plus aucun recours possible après, hein, quoi qu'il en soit. Donc, vous évoquez quand même, je ne voudrais pas qu'on se quitte sans qu'on l'évoque, les dangers, je mets des guillemets, mais les dangers, des risques sur la santé mentale, c'est évoqué dans le rapport. Odile, peut-être vous voulez en dire un mot, peut-être, parce qu'il y a tous les enjeux d'implication qui nous échappent. On est impacté, mais on ne sait pas trop comment. Puis après, des éléments extrêmement concrets. En fait, c'est la raison pour laquelle ce type de rapport et les préconisations qu'on fait et les outils qu'on apporte est essentiel. C'est parce que justement, on est dans un contexte où on a des technologies impactantes qui ont des effets dont on ne mesure pas toute l'ampleur. Oui. C'est pas pour rien qu'on s'inscrit aussi dans la temporalité du règlement IA, qui a une approche par le risque. Et qui, il y a un risque, et il y a de nombreux risques, ne serait-ce que parce qu'effectivement, on a des systèmes qui donnent des instructions, qui interagissent. Et c'est bien ça leur spécificité. Raphaël, je me tourne vers vous, ancienne syndicaliste, mais toujours impliquée. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des réglementations d'État, il faut une transparence, il faut des réunions. Qu'est-ce qui fait et comment on peut limiter le risque de l'IA? Parce qu'on a l'impression que c'est tentaculaire et que la tentacule s'allonge de jour en jour. Mais c'est surtout le dialogue et puis associer l'ensemble des parties prenantes, parce que la spécificité aussi de l'IA, c'est qu'avec les données, là c'est la statisticienne qui parle, on est tous co-concepteurs, en fait. On fait grossir l'hydre. Et ça pose des questions, bien évidemment, éthiques, et donc il faut vérifier tous ces points-là, mais ça pose aussi des questions économiques, c'est-à-dire que, si je reprends l'exemple avec les experts automobiles, si on récupère éventuellement toutes les données, c'est eux qui constituent toute la base de données. Et après, c'est comment ils vont... C'est eux qui apportent la richesse donc et comment on va répartir tout ça. Voilà. Et gestionnaire de leurs données, parce que c'est un peu comme les données de santé. Hein. Beaucoup de compagnies se disent, si on récupérait les données de santé, avec ça, on fait des choses. Vos données, vous les perdez, vous, en fait? On ne les avez pas encore, là. On les garde, mais c'est ouvert à tout, en fait, parce qu'en fait, on les diffuse. C'est l'open data. Là, on enrichit toutes les bases de données externes, quelles qu'elles soient. Donc, juste un mot, parce que ce débat est totalement passionnant. Est-ce que, à l'aune des 3 ans de travail, avec tous ces acteurs, parties prenantes, vous dites, il y a de quoi s'inquiéter et il faut réglementer, ou vous dites, de toute façon, je dirais, la savonnette est partie, on ne peut plus l'arrêter, en un mot. La savonnette est partie, il faut accompagner, il faut outiller, il faut acclimater, et puis il faut aussi réguler. Réguler. Et bien sûr, en fait, il y a une articulation des différents niveaux de réglementation. Et le règlement européen, c'est à force de loi. Donc, c'est comme le RGPD. Avec des transpositions de directives. Avec des transpositions qui vont prendre un certain temps. Pas de directives. Non, mais c'est application directe. Application directe. Alors, effectivement... Inquiète ou pas inquiète, Raphaël Bertolon? Parce que 3 ans de travail, vous devez avoir une vue panoramique du sujet. Oui, après, c'est justement comment les acteurs vont s'approprier. Nous, ce qu'on dit, c'est que dans le cadre de la régulation du règlement européen, qui est avec une approche par les risques, en catégorisant en fait les IA avec le niveau complètement interdit et prohibé, et puis avec faible risque. ChatGPT. Eh bien, pour ne pas le citer. Voilà. Bah oui. Donc, justement, sur le sujet
projet, nous, ce qu'on dit, c'est que les représentants des salariés ont tout à fait un rôle à jouer parce qu'on est dans un système d'autorégulation. Puisque on va faire confiance aux entreprises et on dit les représentants des salariés, ils jouent le rôle un petit peu de ce que j'ai qualifié, qu'on connaît bien en banque, de contrôle de premier niveau, de régulateur de proximité, et il faut les associer parce que l'entreprise aussi pourra se sécuriser. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui va mal, tout de suite, notamment on propose la création d'un comité d'éthique, ça sera avec un certain nombre donc, de jalons, réappropriation par les citoyens ou par les délégués du personnel, enfin en tout cas les syndicats. Vous vouliez conclure parce que je sens que vous avez un truc à dire. Oui, je voulais juste conclure et dire que ce projet était, Sequoia-Deal, très intéressant et notamment au titre de l'UDP aussi. Pour les PME, les TPE, les petites entreprises, l'intelligence artificielle est aussi impactable. Et surtout ne pas oublier donc, le monde des salariés que j'apprécie énormément et de pouvoir conserver un dialogue social digne de ce nom et par la valeur humaine. Et là, c'est important aussi d'être tous ensemble, justement, de pouvoir en échanger. Le dialogue social, c'est fait grâce à ce rapport Sequoia. Tout à fait. À découvrir dans toutes les langues, parce que quand on va sur le site, vous l'avez en anglais, vous l'avez, il y a 5 langues. En italien, parce qu'on a beaucoup travaillé avec nos amis. Non, mais je précise que c'est un travail qui est assez colossal et qui est, à mon avis, une matrice de réflexion autour de la manière dont nous, citoyens, on se réapproprie ou pas ces enjeux d'IA. C'était passionnant. Merci Raphaël Berthelon, coordinatrice de ce projet Sequoia, avec évidemment, mais bien sûr, avec, je ne peux pas citer les deux noms en même temps, avec Odile Chani qui a énormément travaillé et qui est coordinatrice aussi, économiste à l'IRES. D'ailleurs, Raphaël Berthelon, vous avez quitté le secrétaire national pour travailler et accompagner l'IRES aussi. Vous allez travailler ensemble. Je représente la CFE-CGC à l'IRES. Représentante de la CFE, donc vous n'avez pas totalement quitté le syndicalisme. Et Bruno Choix, vous êtes membre du CESE européen, l'UDP, que vous représentez sur ce plateau à travers la branche de réparation-vente de la Fédération nationale de l'automobile. Lisez ce rapport, vous qui vous intéressez à l'IA. C'est 3 ans de boulot, mais c'est un travail colossal. Merci à vous 3 de nous avoir éclairés. Et on termine notre émission. Alors avec un tout autre sujet, parce que je ne pense pas que l'IA puisse encore impacter ce sujet, la parentalité, bah oui, ça, l'IA ne pourra pas remplacer la naissance des bébés. Je ne sais pas. On en parle, c'est tout de suite dans Fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de la parentalité. Est-ce que c'est un frein à la carrière ? On va répondre à cette question avec Damien Dumas. Bonjour Damien. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Directeur de la stratégie et de la RSE chez Apicil, groupe mutualiste de protection sociale. Est-ce que je résume bien Tout à fait. les enjeux ? Alors vous étiez venu il y a 1 an. Et on s'était donné rendez-vous, c'est le cas de le dire, à l'issue du baromètre que vous aviez fait et dont vous avez maintenant les résultats, qui est un baromètre qui est assez large sur les Français et l'inclusion. D'abord, sur ce baromètre et l'inclusion, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce que vous dit le baromètre ? Puis on s'intéressera évidemment aux questions plus précises de la parentalité. Qu'est-ce que vous dit le baromètre ? Alors le baromètre nous dit que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus les Français, avec des perceptions qui sont finalement... On est au-delà de 56% des personnes qui considèrent la société française comme inclusive, mais encore avec beaucoup de choses à faire et des attentes vis-à-vis des acteurs qui sont assez différentes, beaucoup d'exigences vis-à-vis de l'État et vis-à-vis des entreprises, notamment pour qu'elles en fassent plus. Oui, l'entreprise qui est très sollicitée dans les demandes qui, auparavant, il faut quand même le dire, étaient traitées par l'État. Tout à fait. Et qui incombe de plus en plus à l'entreprise. Focus quand même aujourd'hui sur ce baromètre à travers la relation d'une femme qui va avoir un enfant, ses angoisses prénatales et puis ensuite ses difficultés postnatales. 44% d'entre elles estiment que la grossesse peut avoir un impact sur leur carrière professionnelle, alors que les hommes ne sont que 36% à exprimer cette opinion. On peut imaginer pourquoi. Ça reste quand même un sujet très fort. Je pensais que c'était réglé. Alors non, c'est pas réglé. Je pense qu'effectivement, il y a cette appréhension et il y a sûrement le constat pour un certain nombre de personnes de ces difficultés au retour d'un congé de maternité. Vous citez effectivement ces chiffres-là, mais si on va même sur la promotion en elle-même, de dire finalement quand je rentre d'un congé de maternité ou de paternité, puisque maintenant avec les congés de paternité et les congés parentaux, on a des hommes qui vivent aussi ces périodes d'interruption, eh bien il y a 56% des personnes qui disent au retour, je suis discriminé, en tout cas, je n'ai pas accès aux promotions et aux évolutions de salaire équivalentes à celles que peuvent avoir les autres personnes. On va avoir ce chiffre qui apparaît. 6 salariés français
puisque vous avez fait la méthodologie, c'est 1000 salariés qui ont été interrogés, me semble-t-il. 6 salariés français sur 10 indiquent que la parentalité est un frein à l'évolution professionnelle. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, vous, chez Apicil, parce que ce baromètre, il vous sert aussi pour pouvoir peut-être accompagner des clients et peut-être même votre propre entreprise, vous êtes en charge de la RSE. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place pour éviter, cette angoisse terrible de se dire je pars et je ne suis pas sûr de retrouver le poste, c'est compliqué. Toutes les femmes vous le racontent, ou presque. Comment on fait? Qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a beaucoup dans notre politique sociale, notre politique RH, d'actions qui ont été mises en œuvre. Alors, on a des choses, on va dire, un peu un parachute, ou en tout cas un filet de sécurité, à savoir toute personne qui rentre d'un congé de maternité ou d'un congé parental a une augmentation qui est calculée au prorata de l'augmentation moyenne constatée sur les collaborateurs. Voilà, juste pour dire, il n'y a pas de pénalisation de cette interruption. Après, il y a, et surtout parce que je pense que ça, c'est très important pour les collaborateurs, des aspects pratiques. Oui, exactement. et dans l'organisation de vie. Exactement. Donc, dans le premier élément, c'est la possibilité ouverte du télétravail jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine, si ça répond à la demande et aux besoins de la personne, parce que d'autres vont vous dire au contraire, moi le télétravail, ça ne m'arrange pas par rapport à ma gestion de la parentalité. Ce sont des horaires variables aussi qui peuvent attaquer tôt le matin et se terminer à 16h. Donc à 16h, ça permet à une collaboratrice, alors je vais parler collaboratrice, mais ça peut être un collaborateur, de partir pour aller prendre ses enfants à l'école, ou à l'inverse, le matin d'arriver à l'école ou à la crèche, ou à l'inverse, le matin d'arriver à 9h. Donc ça, ce sont des dispositifs, on va dire, d'adaptation du temps de travail pour que, effectivement, il y ait une certaine liberté. On est en train de regarder, dans le cadre du télétravail notamment, si on ne peut pas amplifier ces potentialités de plages en limitant les plages fixes. Et puis l'autre élément, c'est qu'on a dans notre accord d'entreprise la possibilité de poser ce qu'on appelle des jours de congés pour enfants malades, donc à justifier par effectivement un document prouvant qu'on a accompagné son enfant ou celui-ci est malade. Mais on a ces dispositifs-là, on va dire, pour faciliter les côtés pratiques. Donc ça, c'est ce qui se passe chez vous. J'indique que ce sondage a été réalisé par l'Institut de sondage Opinionway et qu'il est à découvrir sur le site Apicil en ligne. Vous pouvez bien sûr l'imprimer. Il y a plein d'autres sujets. On a choisi aujourd'hui de faire ce focus sur les congés parentaux, maternité, mais il y a les sujets de discrimination, l'orientation sexuelle, religieuse, et aussi, d'ailleurs, je vois ce chiffre pour le conclure, les jeunes salariés de moins de 35 ans, 1 sur 3 estiment et disent avoir été victimes de discrimination au sein des organisations. C'est quand même un chiffre assez alarmant. Merci d'être venu nous rendre visite, Damien Dumas. Vous revenez peut-être l'année prochaine pour continuer la suite de ce baromètre. Vous allez le poursuivre, j'imagine. Tout à fait. Pour avoir un tableau de bord complet. Directeur de la stratégie et de la RSE au sein du groupe Apicil, qui est un groupe de protection sociale, groupe mutualiste, faut-il. Et paritaire. Et paritaire, c'est important puisqu'on parle beaucoup de dialogue social sur le plateau. Merci à vous, merci Damien. Merci à vous. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour la réaliser. Je remercie Angèle à la réalisation. Merci Mathieu au son et merci évidemment à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat, l'incontournable, et Alexis. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.